D'habitude, quand on parle des luttes de libération des peuples à travers le monde, le rôle des femmes est très souvent minimisé, voire même occulté. Pire encore, dans l'histoire d'un peuple aussi mal raconté ou aussi peu raconté que celle du peuple noir. On connaît très peu de femmes dans l'histoire, dans les programmes scolaires ou dans les médias traditionnels. On connaît très peu de noms de femmes ou d'histoires de femmes qui ont participé de façon active aux luttes de libération de leur peuple. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette chaîne, nous allons faire un tour à travers toute l'Afrique pour essayer de voir quelles sont les femmes qui ont travaillé de façon active aux luttes de libération de leur peuple. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le cas de la reine Zinga, qui est décrite par beaucoup d'historiens comme le chef militaire ayant causé le plus grand nombre de problèmes à la puissance coloniale portugaise. C'est à peine si l'école et les médias traditionnels n'enseignent pas que le peuple noir n'est bon qu'à se diviser, qu'à s'entretuer ou à se soumettre aux autres peuples depuis le début de l'histoire de l'humanité sans jamais rien apporter de bon. Si toi aussi tu te demandes si c'est vrai, alors tu es au bon endroit. Bonjour, je suis Arnaud Dong, bienvenue dans Sortons de la matrice. Ici, nous analysons l'histoire, la vraie histoire du peuple noir, du point de vue de son rapport avec les défis du présent, afin d'identifier toutes les choses qui entravent l'élévation du peuple noir sur le plan culturel, sur le plan financier, sur le plan sécuritaire. Entre 1581 et 1582, naquit du roi Mbandi Kilwandi, le roi du Matamba et du Ndongo dans l'actuel Angola, une petite fille qui s'appelait Zinga. Elle s'appelait Zinga parce qu'en fait, elle est née avec avec le cordon ombilical attaché autour du cou. Et dans leur tradition, pour désigner les enfants qui naissent avec le cordon ombilical attaché autour du cou, on prononce le mot Kuzinga. C'est de là en fait que vient son prénom Zinga. En 1617, le roi Kilwangi du Matamba Ndongo meurt. Et c'est le frère de Zinga qui devient roi. Mais attention, il devient roi après avoir tué le successeur que son père avait choisi. Son père ne l'avait pas choisi comme successeur parce qu'en fait, le gars n'avait pas... Son père avait senti qu'il n'était pas un bon leader. Il n'avait pas le charisme de son père, il n'avait pas non plus l'intelligence ou la bravoure de sa sœur Zinga. Seulement, c'était un homme et à l'époque, tout le monde s'est dit que comme c'est un homme, c'est lui qui doit succéder au trône. Et attention, il va faire autre chose pour s'assurer de succéder au trône. Il va tuer le fils de sa sœur Zinga. Vous imaginez un peu l'affaire. Il va faire attraper Zinga de force et la stériliser pour qu'elle ne puisse pas donner un autre prétendant au trône. Je ne sais pas si le gars s'imaginait qu'il était immortel. Alors, une fois qu'il a fait ça, il va lever le roi Angola, le frère de la reine Zinga, qui s'appelait Angola. Il va lever une armée de plus de 30 000 hommes pour aller combattre les Portugais qui font tout pour prendre possession du royaume du Matamba Angola. Comme j'ai dit, c'est l'actuel Angola. Du Matamba Ndongo, pardon. Le Matamba Ndongo. Comme je l'ai dit, c'est l'actuel Angola. Et les choses ne se passent pas bien. En quelques mois seulement, son armée est presque décimée. Quelques mois seulement. Pendant ce temps, la reine Zinga, la sœur du roi Angola, n'arrête pas de se distinguer par sa grande intelligence, par sa grande culture. C'est la raison pour laquelle les conseillers de son frère Angola, le roi, vont conseiller Angola d'envoyer Zinga négocier un traité de paix avec les Portugais. Vous imaginez un peu l'affaire. C'est-à-dire, il voyait déjà en sa sœur une concurrente, mais
vous comprenez bien qu'il était très 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 acculé pour pouvoir accepter une proposition pareille. C'est donc comme ça qu'en 1600, entre 1621 et 1622, il envoie sa sœur négocier ce traité de paix. Sa sœur se déplace et va rencontrer le vice-roi du Portugal. Et quand il arrive là-bas, les Portugais sont très 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 impressionnés par la grande culture de Zinga. Ils sont très impressionnés par son audace. Ils sont très impressionnés par le fait qu'elle ne se laisse pas impressionner du tout par quoi que ce soit. Et, petite anecdote encore, quand ils arrivent, ce sont des méthodes de manipulation, hein. Quand ils arrivent pour négocier, on ne lui donne pas de chaise. On ne lui donne pas de chaise. C'était une négresse, c'était une femme. Vous voyez, ils étaient machistes, ils étaient négrophobes, ils étaient, comme vous pouvez l'imaginer, puisqu'ils étaient d'ailleurs le commerce qui donnait le plus d'argent à l'époque. C'était le commerce des esclaves. Voilà. Et on ne lui donne pas une chaise. On lui demande de s'asseoir sur le tapis pendant que son vis-à-vis est assis sur la chaise et qu'il puisse négocier. Elle va, de toutes les façons, elle est venue là pour faire une négociation, pour remplir une mission. Elle va ordonner à l'une de ses servantes de s'agenouiller pour qu'elle puisse s'asseoir sur son dos et qu'elle soit assise au même niveau que le vice-roi du Portugal. C'est ainsi qu'elle va mener sa négociation comme il faut, et puis elle rentrera avec ce traité de paix. Mission remplie, mission accomplie. En 1624, le frère de Nzinga, Ngolambandi le roi, meurt. Nzinga devient donc reine. Elle va régner pendant près de 40 ans, presque 40 ans, oui. Et pendant ces 40 ans, elle va mener la vie dure aux Portugais. Ses grandes forces sont sa tactique guerrière et d'espionnage, ses qualités de diplomatie, sa capacité à tisser des alliances stratégiques, sa connaissance des enjeux commerciaux et religieux. D'ailleurs, Zinga, c'est vraiment un personnage extrêmement intéressant dans la mesure où c'est un être humain total, elle est entière. C'est-à-dire, elle est très controversée. Elle est elle est pratiquement contradictoire. Elle va se convertir, ça c'était peut-être pour consolider ses alliances avec les Espagnols, hein. Elle va se convertir au christianisme, par exemple. Mais jamais elle ne va abandonner sa religion et ses coutumes ancestrales. Vous imaginez, elle va toujours surfer entre les deux. À un moment, elle va complètement tourner à nouveau le dos au christianisme pour pouvoir se consacrer à ses rites traditionnels et tout. Mais elle revient au christianisme à la veille de sa mort. Vous voyez un peu l'affaire. De l'autre côté, vous allez vous rendre compte que Zinga, c'est cet être humain qui a refusé de rentrer dans quelque case que ce soit. Ouais, elle est née femme, mais elle ne s'identifiait pas vraiment comme telle. Quand elle allait au combat, elle s'habillait et se battait comme un homme. D'ailleurs, jusqu'à après ses 60 ans, elle menait elle-même, comme je vous dis, elle menait ses troupes sur le champ de bataille. Espionne de talent, combattante de talent, tacticienne de talent, stratège de talent. Comme je vous ai dit au départ, hein, les historiens la qualifient comme le chef militaire, l'un des plus grands chefs militaires que l'Afrique ait connu dans cette ère-ci, mais aussi le chef militaire qui a posé le plus de problèmes possibles à la puissance coloniale portugaise. Et la reine Zinga va remporter de nombreuses victoires, mais aussi perdre énormément de choses. Vous voyez, vous vous doutez bien que pour être un personnage aussi controversé qu'elle l'était, il se dit qu'elle avait une sexualité assez atypique. Elle avait des amants et des amantes, elle entretenait un harem de guerriers. Et
Elle avait aussi un harem de jeunes femmes pour son propre usage personnel. Les gens ne comprenaient pas comment elle réussissait à avoir des alliances avec des chefs indigènes, à travers des rois, à travers toute l'Afrique, mais aussi des alliances avec les gouverneurs portugais. Les gens ne comprenaient pas très bien le personnage de Zinga, mais en fait c'était une diplomate, c'est tout. Attention, il y a des amalgames dans l'histoire qui font état de ce que Zinga n'était pas une résistante en réalité, une résistante à l'entrée espagnole, à l'entrée des Portugais ou au commerce des esclaves. Mais la question qu'on a envie de poser, c'est d'où viennent tous les récits qui font état de ce que Zinga a fait de son royaume le paradis de toutes les personnes qui fuyaient l'esclavage. Zinga a initié elle-même le mouvement à travers toute l'Afrique, le mouvement de résistance contre la pénétration européenne et surtout contre le commerce des esclaves. C'est des faits prouvés, c'est des faits vraiment prouvés. Et comme je vous ai dit, elle va remporter de nombreuses victoires, mais aussi elle va essuyer de cuisantes défaites. L'une des plus grandes défaites qu'elle va connaître, c'est quand les Portugais vont réussir à retourner une partie de son peuple contre elle. Ouais. Mais jamais elle ne va baisser les bras. Jamais elle ne... c'est pas sur le champ de bataille qu'elle va mourir. Elle meurt de mort naturelle en 1663, après avoir conclu un traité de paix beaucoup plus durable avec les Portugais. Comme on vous l'a dit dès le début, dans cette chaîne, nous allons explorer l'histoire et analyser ces faits du point de vue, sous l'angle des rapports de ces faits-là avec les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de l'histoire de Zinga? Alors, la première chose est que rien, mais alors rien, n'est au-dessus de notre communauté d'origine. Absolument rien. Zinga était extrêmement intelligente. Elle était extrêmement cultivée. Son sens de la diplomatie, son intelligence sociale aurait pu faire en sorte que ses alliances avec les Portugais la poussent à jouir uniquement de ces privilèges, des privilèges qu'elle aurait pu tirer avec ses amis européens. Mais elle leur a toujours dit, même si vous et moi faisons des affaires ensemble, jamais je ne tournerai le dos à mon peuple. Jamais je ne tournerai le dos à mon peuple. Et elle pouvait rire et manger avec des amis de la classe politique portugaise le matin, mais le soir, quand il s'agissait de défendre son peuple, elle n'hésitait pas à faire couler le sang. Elle n'hésitait pas à faire couler le sang. C'est grâce aux personnages comme Zinga que nous avons hérité de ce continent-ci. Ils ont versé beaucoup de sang, ils ont versé de leur sang, de leur sueur pour que nous puissions hériter de ce continent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses est que il n'y a rien qui nous définit. C'est nous qui décidons de ce que nous voulons être pendant cette vie-ci. Il n'y a absolument rien qui nous définit. Zinga, quand elle est née, elle a décidé qu'elle allait consacrer sa vie à son peuple. Et pour ça, elle s'est rendue compte que la condition de femme était une sorte de handicap vis-à-vis des rapports avec le statut politique, vis-à-vis des rapports avec
le monde en général. C'est la raison pour laquelle elle a décidé de s'affranchir de ça. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Quand Nzinga est devenue reine, elle s'est auto-proclamée humain. Elle a dit, je ne suis ni une femme, je ne suis ni un homme, je suis un être humain. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Chez les Bétis, par exemple, au Cameroun, chez les Bétis et puis, au Cameroun et puis au Gabon, en Guinée équatoriale, on classe les individus selon plusieurs. On a Mongo, l'enfant. On a Mininga, la femme. On a femme, l'homme. Et au-dessus de tout ça, on a Mot. Mot, l'humain. C'est cet individu-là qui est Ubuntu, c'est-à-dire qui se définit par sa communauté. On n'est pas dans le paradigme de je vais au paradis seul et puis je laisse les autres. Non. On est dans le paradigme de si les autres ne sont pas heureux, je ne suis pas heureux. Si je ne peux pas manger pendant que les autres crèvent la faim. C'est selon ce paradigme-là que Zinga a vécu, a lutté toute sa vie jusqu'à la fin. Toute sa vie jusqu'à la fin. C'est des modèles que nous devons suivre. C'est des modèles que nous devons garder en tête. Je disais dans l'émission d'hier que nous avons nos propres modèles. Nous avons nos propres modèles de réussite. Nous avons nos propres modèles qui ont tracé les valeurs pour nous. Quand ces valeurs sont bonnes, nous devons les suivre. Il n'y a rien qui soit au-dessus de notre communauté. Il n'y a rien qui soit au-dessus de notre patrie. Et être une femme, être un homme, venir de quelle que soit la couche de la société dont on vient, il n'y a aucune raison qui nous empêche de travailler pour les autres. Parce qu'en réalité, la vie de l'être humain n'a de sens que quand il la dédie à servir les autres. Alors d'accord, c'était tout pour aujourd'hui. On a été dans le royaume du Matamba-Ndongo avec la reine Zinga. Le Matamba-Ndongo, comme je l'ai dit, c'est l'actuel Angola. Si vous allez à Luanda aujourd'hui, vous trouverez que l'État a érigé une statue impressionnante en l'honneur de la reine Zinga pour la remercier d'avoir contribué de façon aussi significative à la lutte pour la libération de ce peuple-là. Donc, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater rien de tous les excellents contenus qui sont partagés sur cette page de façon quotidienne. Demain, nous irons dans un autre peuple pour explorer l'histoire d'un autre personnage. Et puis, si vous avez des suggestions, elles sont les bienvenues. Merci, à très bientôt. Ciao.